Eh oui, Laurent Roland Tonekes, bonjour. Maury Agua, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. La semaine a démarré depuis hier. Vous étiez déjà avec Ahmed Arekpa. Pas de veste ce matin. Vous êtes fatigué de porter. Il faut casser peut-être les côtes ce matin. Il faut casser les côtes. Alors, à ma gauche, nous serons désormais avec notre confrère Stanislas Samoa. Bonjour. Bonjour à vous, Maury. Bonjour à tous. Bonjour à Laurent aussi, que j'ai le plaisir de retrouver. Laurent a cassé le code, vous respectez le code. Oui, je respecte le code. Il faut reconnaître que Laurent, tous les matins, il est sur ce plateau, et donc parfois ça fatigue. Exactement. Ça nous arrive également de porter, voilà, ceci. Et on veut changer un peu, c'est de bon ton, c'est une bonne chose ici. Ouais. Alors, nous allons afficher le quotidien Matin Libre qui intéresse Laurent Roland Tonekes. L'avance sur salaire des AME ne réjouit pas outre mesure les syndicalistes. Laurent Roland Tonekes. Oui, c'est normal que ça ne réjouisse pas parce qu'en réalité, on nous a dit d'abord les AME sont sans salaire pendant 3 mois pendant les vacances. Et puis, dès l'entame, en tout cas la veille de la rentrée, on annonce qu'ils auront une avance sur salaire, mais laquelle avance n'est pas en fait un don en réalité, mais qui sera prélevé à partir de janvier. Et donc, en quoi ça pourrait réjouir si en réalité on fait un prêt qu'on doit prélever plus tard? Un prêt n'est jamais une bonne chose de toute façon. Je crois que dans la mesure du possible, c'est que ce qu'on aurait dû faire, c'est de lui donner peut-être ne serait-ce qu'un mois de salaire à ces AME. Oui. Ce aurait été la meilleure option. Mais quand on dit qu'on leur donne un mois de salaire, qu'on communique abondamment là-dessus, alors qu'en réalité que ce n'est pas un don, qu'en réalité ça, bien au contraire, ça devient un problème, un fardeau pour ces AME parce qu'ils doivent pouvoir rembourser. Je crois qu'en la matière, il n'y a pas question à se réjouir parce que c'est une dette que vous consentez, que vous avez en tout là et que vous devez payer plus tard. Une dette que vous devez payer plus tard, Stanislas Samoa, c'est quand même un geste que fait le gouvernement que l'on devrait saluer quand vous ne vous attendez pas, par exemple, à ce qu'on vous fasse des avances, même si c'est un prêt, cela forcément va vous aider à préparer la rentrée pour les enfants en ce qui concerne les AME. Oui, tout à fait. Nul ne peut douter de l'utilité de cette avance-là au niveau des aspirants au métier de l'enseignement. Mais il faudrait d'abord dire que c'est vrai, si le gouvernement ne leur octroyait pas cette avance, quelle aurait été la réaction des AME? Parce que longtemps, nous avons été habitués à leur coup de gueule sur les réseaux sociaux, dans la presse, les médias en ligne, les AME qui longtemps ont déploré un certain nombre de choses par rapport à leurs conditions de travail. On leur doit ci, on leur doit ça, on ne leur paye pas 12 mois sur 12. Il y en a qui, au lieu d'être pris en compte avec certains aspects, ne le sont toujours pas. Et donc, ils ont longtemps crié leur ras-le-bol sur certains aspects. Et donc, je me dis que si le gouvernement, dans ses réflexions et dans sa politique vis-à-vis de ces AME, on arrive à leur octroyer une avance, ne serait-ce que d'1 mois, pour préparer la prochaine rentrée des classes. Et Dieu sait que nous le savons tous, nous sommes quand même dans une période âprement difficile. Difficile, on a financier, le dos mis presque. Voilà, côté économique, tous les parents se tournent le pouce pour voir un peu comment acheter les fournitures scolaires, comment inscrire les enfants à l'école. Et quand dans un contexte pareil, on vous donne quelque chose, ne serait-ce qu'une infime partie, même si ça a la valeur d'un prêt, il faut déjà s'en contenter, essayer de préparer le terrain pour continuer les discussions. Même si après il faut rembourser. Oui, même si après il faut rembourser parce que vous n'êtes pas forcément demandeur. Ils ne sont pas demandeurs. Et si le gouvernement ne leur avait pas... dessus. Du tout pas. D'ailleurs, vous savez, il y a un adage de chez nous qui dit qu'on ne crache pas sur l'argent. Et donc, quand on vous octroie quelque chose, il faudrait d'abord accepter, dépenser cela pour les besoins de la cause, parce qu'il ne faut pas prendre cet argent et aller le dilapider ailleurs. Donc, il faut, pour les besoins de la cause, de la rentrée qui s'annonce, essayer de pouvoir gérer cela, quitte à continuer les négociations. Parce que, je le dis toujours, quelle aurait été la réaction des AME si le gouvernement n'avait pas pris cette décision? Ils auraient continué par crier leur ras-le-bol. Et donc, quelque part, leur situation, je l'ai toujours dit, quand c'est arrivé la question des AME, leur situation a toujours dérangé. Ils ont
passez-moi l'expression, ont été traités comme des chauves-souris. On ne sait pas dans quelle balance les peser forcément. Okay. Alors aujourd'hui, le gouvernement est certainement dans une réflexion, sauf que peut-être que la cagnotte n'est pas encore prédisposée à leur donner plus qu'il n'en faut, et donc on a passé à une avance pour le moment. C'est quelque chose quand même qui aurait dû, à mon humble avis, sonner le déclic à leur niveau, une petite satisfaction en attendant d'avoir mieux. On ne demande pas d'aller dormir une petite satisfaction qui serait peut-être signe de reconnaissance, mais Laurent Roland-Tony, qu'est-ce dit que le gouvernement aurait pu leur donner un mois au lieu de faire une avance? Qu'en dites-vous? Oui, vous savez, j'ai parlé tout à l'heure de la cagnotte et des prévisions budgétaires. Vous savez, tout ce que le gouvernement fait en matière de dépenses, et Dieu sait, je ne suis pas leur porte-parole, mais tout ce que le gouvernement fait est calculé. C'est en fonction des recettes, c'est en fonction d'une certaine prévision. On ne se lève pas pour dégager 100 francs ou 200 francs. Oui, mais et donc, si dans les calculs... Si on a pu le dégager, ça veut dire que l'argent est disponible. Oui, si c'est disponible et que ce qui est disponible n'est pas dans le cadre d'un don, on ne peut pas le faire. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Si l'État a pu trouver l'argent pour faire un prêt, ça veut dire que l'argent disponible qu'on leur a donné là, on peut se passer de ça. Parce qu'en réalité, on ne peut pas comprendre que dans le même, en tout cas, corps de métier, des gens sont traités différemment. Parce qu'il y a des gens qui sont permanents, qui sont payés 12 sur 12. Sur les activités pédagogiques, sont payés bien évidemment. Ces aspirants, ce n'est pas maintenant qu'on est en train de prêcher pour leur caca, en fait, en réalité. Parce qu'on leur doit chaque année 3 mois de salaire, parce qu'ils sont AME, on ne peut pas leur payer 3 mois de salaire. Et pourtant, ils ont des familles à nourrir. Donc moi, j'estime que oui, c'est vrai, il y a des prévisions budgétaires, mais dans une certaine mesure, si on a pu trouver l'argent disponible pour leur donner une avance, cela suppose que quelque part, on peut fermer les yeux là-dessus pour les aider, ne serait-ce que les aider, parce qu'ils sont aussi des enfants de ce pays, c'est ce que moi j'ai dit, tout simplement. Parce que s'il y a l'argent disponible pour faire un prêt, ça veut dire que dans une certaine mesure, l'argent là, on peut même se passer de ça. On peut même se passer de ça. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Je ne suis pas forcément de son avis, parce que vous savez, dans toutes les prévisions qu'on se fait chaque matin, même nous-mêmes, au petit niveau, dans notre microcosme familial, quand vous avez des fonds qui ne vous sont pas peut-être personnels ou qui sont issus d'un travail parallèle, l'usage que vous en faites n'est pas le même que des fonds qui vous reviennent de droit, par exemple, que votre salaire, par exemple, ou quelque chose. Et donc, si le gouvernement, dans toute la ligne de dépenses qu'il a devant lui, et Dieu sait que les AME ou le corps enseignant n'est pas le seul corps que le gouvernement doit gérer dans la nation, il y a les autres corps. Et donc, évidemment, il faut que les enseignants aussi comprennent qu'ils ne sont pas les seuls enfants de la République. Et donc, on doit penser aussi aux autres corps. Alors, la ligne qui est disponible, je ne vous apprends rien, le gouvernement est entouré de personnes assez érudites dans le domaine de la gestion des finances pour savoir que l'argent qui doit être décaissé, si c'est disponible à leur donner, pourquoi ne pas y aller? Moi, j'estime que dans leurs différentes réflexions et dans leurs prévisions, ils ont certainement su conclure que, bon, l'argent disponible ne l'était pas pour qu'on puisse leur faire une avance dans ce qu'on leur doit. Et donc, il faut passer à un prêt, voilà. Donc, aucun État au monde ne vous dira qu'ils ont, en tout cas, qu'il a l'argent disponible pour satisfaire les revendications des travailleurs. Aucun État. D'ailleurs, vous savez, on dit qu'il n'y a pas l'argent pour satisfaire la volonté, en tout cas, les besoins des aspirants, et pourtant on trouve de l'argent à financer les partis politiques. Pourtant on trouve de l'argent à faire d'autres choses. Donc c'est pour vous dire quoi? Aussi longtemps que nous allons durer, dans le secteur chez les fonctionnaires, en réalité, l'État vous dira tout le temps, nous n'avons pas l'argent. Mais quand il s'agit des questions qui engagent la suivi du gouvernement en place, qui engagent les objectifs à atteindre par le gouvernement, ils ont toujours l'argent, c'est de ça que je parle. Oui, sauf que c'est vrai qu'on ne va pas faire le débat des partis politiques, mais vous savez que ça, on va faire justement le débat des partis politiques, puisque le matinal en parle. Déjà, le matinal parle de démission tous azimuts au sein des partis, les convictions politiques à rude épreuve, Laurent Roland-Tony. Vous êtes d'avis? Bon, vous m'avez arraché la parole. Moi, je l'ai toujours dit. Mais la transition. D'accord. Moi, je l'ai toujours dit. Au Bénin, pour moi, et j'assume mes propos, il n'y a pas de conviction politique. Il n'y a que des intérêts. Il n'y a que des intérêts. Il n'y a que des intérêts. Regardez les acteurs politiques que nous avons depuis 60.
et maintenant partant de 90 à aujourd'hui. Il n'y a pas de conviction politique. Il n'y a que des intérêts. Vous avez entendu des gens dire dans ce pays que si Yaïbouni va à droite, on va à droite là. Mais ils sont où aujourd'hui? Vous avez entendu va à gauche. Vous avez entendu dire. Après, ils ont dit que tout est petit. Attends, il y en a qui ont dit dans ce pays que quand Yaïbouni va dire ping, qu'ils ne répondent pas. Ils sont où aujourd'hui? Et pourtant, c'est des têtes bien faites de ce pays, qui ont été à l'école, qui ont étudié. Donc, qui n'ont pas. Pour moi, il n'y a pas d'idéologie, de conviction en politique au Bénin. Il y a que les gens y vont. C'est au Bénin, c'est dans tous les pays. Écoutez, il y a des gens. Non, attention. Dans certains pays d'Afrique, écoutez, les gens sont prêts à aller en politique par conviction. On peut citer des exemples. Mais au Bénin, quand vous regardez bien le parcours des acteurs politiques, moi, je me rends compte qu'en fait, les gens y viennent. Soit c'est des gens, il y en a qui sont chômeurs, en griffe, qui n'ont pas appris, qui n'ont aucun travail depuis qu'ils ont fini l'université. Et leur problème, c'est de militer en politique pour survivre, survivre mon regard. On en a vu même la semaine écoulée. Donc, bien évidemment, et vous voyez des gens, ils y viennent, en tout cas, non pas parce qu'ils veulent corriger nécessairement quelque chose, mais c'est pour améliorer leurs conditions de vie. Ils veulent se remplir les poches, il faut dire les choses. Non, je ne dirais pas remplir les poches, mais ils veulent survivre en réalité. Parce que s'ils ne font pas la politique de cette manière, en changeant de veste chaque moment, en tout cas à chaque période, je crois que ça va être difficile pour eux. La preuve, on a vu beaucoup de personnes qui en réalité vont vous poser la question de savoir, mais qu'est-ce qu'ils cherchent dans cette galère, bien évidemment. Et pourtant, vous le voyez de là. Donc, je crois que c'est autant de questions. Et donc, quand Martina écrit ça, Martina n'a pas tort. D'abord, il faut d'abord qu'il y ait... Parce que quand il dit... Démission tous azimuts. Quand il dit démission et conviction politique... Les convictions politiques à rude épreuve. Il faut d'abord se poser la question... Y a-t-il conviction politique d'abord? Vous l'avez dit. Il n'y en a pas. Maintenant, quand vous regardez un peu les formations politiques, BR, UPBR, et puis après, les gens quittent Morel Bénin pour... Je ne sais quoi, un qui quittent DBN pour aller vers BR. Écoutez, c'est des intérêts. Soit il a la garantie qu'on va le positionner pour les législatives prochaines quelque part, soit il a la garantie que bon, si tu restes avec nous, on va te retrouver quelques jetons à la fin du mois et après on va négocier pour qu'on te nomme quelque part. C'est autant de choses, de motivation. Vous allez voir que les acteurs politiques que nous avons, la plupart du temps, quand on les décharge de leurs fonctions, vous allez voir qu'ils n'hésitent pas à aller en opposition. La plupart du temps, soit ils gardent le silence, ou soit ils commencent par prendre position dans les coulisses, envoyer pas personne interposée, ou bien à travers la presse, livrer des informations. Donc, je crois qu'il faut d'abord travailler à la conviction politique avant de penser que la conviction politique est à rude épreuve. Est-ce que vous êtes d'avis qu'il n'y a pas de conviction politique et qu'il n'y a que des intérêts? Oui, en fait... D'abord, nulle part au monde, selon ma petite analyse de la sphère politique, nulle part au monde, vous ne verrez une conviction à 100% qui motive quelqu'un dans son choix. J'ai un exemple en Afrique. Laurent Gbagbo a une conviction politique. Oui, il a bataillé dur pour ça. Non, vous savez, les convictions politiques, ce que nous appelons conviction, est toujours motivé par un intérêt. Et c'est là que je vous rejoins justement. L'intérêt peut être... matériel, il peut être du moins financier, il peut être un positionnement. En tout cas, toute conviction politique, tout choix politique est toujours motivé par un intérêt. Sauf que l'analyse que je fais est que dans notre pays, plus précisément, c'est que tous les acteurs politiques, ou presque, mettent souvent l'intérêt devant. C'est-à-dire que si Laurent m'appelle aujourd'hui et me propose quelque chose de bien, eh bien, je le suis. Parce que il m'a proposé quelque chose en amont. Nous nous sommes entendus sur quelque chose. Et donc, devant micro et caméra, je parlerai peut-être de conviction. Le parti de Laurent est le parti du futur. Je dirais, je vais aligner tous les adjectifs qu'il faut. Mais en sourdine, je sais qu'il a eu à me proposer quelque chose parce que j'ai un intérêt avec lui. Et c'est ce qui se passe justement dans tous les gros regroupements. Et ce qui se passe aujourd'hui, quand le matinal en arrive à dire que les convictions politiques sont à rude épreuve, j'irai un peu plus loin pour dire que c'est la réforme du système partisan qui a échoué, à mon avis. Ah, oui, ça c'est vrai. La réforme a totalement échoué, oui. Voilà. Et j'assume. C'est parce qu'on nous a annoncé. Voilà, ce n'est pas ce que l'éléphant est venu avec les pieds cassés. Exactement. L'éléphant... Si ses pieds cassés, ce serait bien même. En fait, avec des pieds d'agile. Exactement. Parce que justement, vous savez,
la réforme est venue régler un certain nombre de problèmes. Oui. On nous a parlé notamment de la transhumance politique. Oui. Et quand on parle de transhumance, on sait que les politiciens avaient l'habitude de retourner la veste à l'approche des échéances. Quand cela ne vous arrange plus, vous êtes avec Maurice, demain vous êtes avec Laurent, après-demain vous êtes avec Stan. Et donc c'est comme ça que ça se passait. Et la réforme du système partisan, entre autres objectifs, avait pour finalité quand même de corriger cet ensemble de choses-là pour que quelqu'un qui adhère à un parti politique y adhère non pas uniquement par les intérêts, parce que, quoi que nous allons dire ici, les intérêts vont toujours subsister. On aura toujours les intérêts en ligne de mire pour suivre quelqu'un, ça c'est obligatoire, mais non pas uniquement par les intérêts, mais par une certaine motivation, par une certaine envie de militer dans une formation politique, d'apprendre à gravir des échelons. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate tout simplement que quand les intérêts ne sont plus les mêmes, et ce qui est davantage ridicule dans cette affaire, c'est que vous avez vu un peu en 2020 l'élection où désormais la désignation des maires, la nomination, bon, si vous le voulez, des maires. Parce que justement, on a parlé d'élection. Les Béninois ont été aux urnes pour élire les élus, les conseillers communaux qui, à leur tour, doivent en leur sein désigner, siéger pour désigner les maires. Mais on s'est retrouvé justement face à un blocus. C'est que, eh bien, on s'est dit, dans certaines communes, notamment à statut particulier, eh bien, il y a eu mal donne. Et les noms qui avaient été susurrés dans l'opinion, ce n'étaient pas ces noms-là. Et donc, il fallait tout faire pour dégager quelqu'un, pour imposer d'autres. D'où la nomination. D'où la nomination ou bien la désignation. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit. La désignation, c'est une élection, dans une certaine mesure. Il y a consensus, mais en la matière, il n'y avait pas de consensus. Voilà. C'est les noms qui ont été imposés. Et donc, ça a été imposé. Et donc, ça fait que les maires que nous avons aujourd'hui sur les 77 communes du Bénin, il y en a qui sont nommés et d'autres qui sont élus. Ce n'est pas bien pour l'image politique que nous voulons de notre pays. Si la réforme du système partisan aujourd'hui a du plomb dans l'aile, a échoué, il faudrait que les acteurs politiques le reconnaissent, qu'ils puissent se rasseoir au détour d'un dialogue national, pourquoi pas, ou de tout ce qu'on peut appeler, pour pouvoir voir un peu les failles de cette réforme du système partisan. Comment les corriger pour améliorer les choses, sans quoi on serait là à tourner en rond tout le temps et à reparler des mêmes choses. Donc, même aussi longtemps que cette affaire va arranger le pouvoir en place, vous n'allez pas avoir de réaction en aval par rapport à ça. Donc je crois que c'est quand ça va commencer par vraiment... Attendez voir ce que le gouvernement ou bien le pouvoir en place réagisse quand les gens vont finalement commencer par quitter la mouvance pour l'opposition. Pour le moment, c'est entre mouvances et donc ça ne les inquiète pas pour autant parce que c'est toujours pour le même but dans une certaine mesure. Donc ce qu'on va souhaiter, c'est que des gens commencent par avoir assez de conviction, osent peut-être lever le ton et quitter la mouvance pour aller vers l'opposition. Vous allez voir que ça va commencer à faire bouger. Vous pensez que c'est possible? C'est bien possible. Si, par exemple, à partir de 2024-2025, si on n'a pas d'enjeu et que Patrice Talon véritablement annonce constant qu'il doit partir, vous allez comprendre que les choses vont bouger. Pour le moment, les gens savent qu'ils se disent, mais partira-t-il ou pas, en tout cas en 2026. Et puisqu'il est le maître à jouer jusque-là, c'est que personne n'ose l'affronter parce qu'il n'est pas peut-être comme les autres anciens avec lesquels on a l'habitude de faire des chantages. Donc en la matière, vous n'allez pas voir de réaction pour le moment, pour ainsi dire actuellement. Mais je crois qu'à partir de 2024-2025, les choses vont véritablement bouger. Je vous remets la patate chaude. À qui profite alors la guéguerre entre mouvanciers? Non, mais est-ce que la guéguerre entre mouvanciers, on a pu... oui, pardon, on a entendu dire que oui, il y a des manigances, en tout cas, pour faire disparaître certaines formations politiques de la mouvance, bien évidemment. Et quand on regarde un peu le schéma, on a peut-être cette impression. Mais à qui ça profite? Je crois qu'en l'état tel que ça se fait, s'ils ne font pas attention, et que certaines formations politiques allaient aux élections, ça va être une situation difficile à gérer pour la mouvance. Donc, ce qu'ils font là, si l'opposition arrive à s'entendre autour de personnes assez sérieuses, je dis sérieuses en griffe, c'est que ça va être difficile, ça va profiter à l'opposition, bien évidemment. Donc, je crois que tel que ça se passe, ne soyez pas surpris que dans les prochaines semaines, que Patrice Talon réagisse enfin, en tout cas, oui, réagisse et... Qui siffle la fin de la récréation. La fin de la récréation pour discipliner sa troupe, parce qu'en réalité,
quand vous regardez Mouvance, BR envoyé des pics à l'UP, l'UP envoyé des pics à... C'est de bonnes guerres, non, attention. Et c'est pour ça que ceux qui pensent que le pouvoir en place travaillerait à avoir une seule formation politique n'ont pas totalement tort. Parce que, regardez, combien de partis soutiennent le chef de l'État aujourd'hui? C'est tout au moins 4, de toute façon. Tout au moins 4. Et en l'État, si on recherche 10%, vous savez, je vais faire peut-être une analyse de la situation. Regardez, en 2019, on a eu 2 formations politiques qui sont allées aux élections. On a entendu parler de 29%, bon, même si les gens ont dit que c'est 15%, pas en tout cas avec la société civile. On est venu en 2020, bien évidemment, on a constaté que c'est au-dessus de 50%. Et puis, finalement, là, c'est parce qu'il y a l'UDBN, le PRD, les FCB qui étaient allés aux élections. Et quand vous faites la somme des pourcentages, 2%, 5%, et puis 11 ou 10%, ça fait autour de 18%, et que vous enlevez, vous constatez que c'est pratiquement les mêmes résultats qu'on a eu en 2019. Et quand vous revenez en 2021, bien évidemment, vous regardez encore les mêmes chiffres, vous constatez que ça n'a pas changé pour autant. Et les suffrages que Patrice Talon, en tout cas, a pu obtenir en 2016, vous faites un feedback, vous allez en arrière pour regarder, vous allez voir que ça n'a pas pour autant changé également. Mais n'oubliez pas que de cette époque à aujourd'hui, il y a eu des déceptions même dans sa formation politique. Il y a des gens, quand vous les écoutez, qui ont soutenu Patrice Talon, mais qui aujourd'hui, vous les écoutez, ils vous disent, écoutez, ils sont déçus dans une certaine mesure. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Et quand vous regardez tout ça et que vous ouvrez les élections, et que certaines formations politiques en arrivent à participer aux élections, ça pose un problème. C'est-à-dire que ça va vous mettre en difficulté. Parce que c'est l'absence de concurrents, ou de potentiels, en tout cas concurrents, qui a fait que les gens sont obligés d'aller voter pour des gens, en tout cas dans la limite du possible. Des gens sont allés voter tout simplement parce qu'il fallait juste accomplir ce devoir civique. Donc, ouvrir les élections aujourd'hui, et avec les guéguerres entre mouvance UP, BR, je ne sais quoi, ou dans une certaine mesure, je crois que ça va être fatal pour le parti au pouvoir, pour le pouvoir en place. Donc il ferait mieux de discipliner les troupes et l'opposition aussi ferait mieux de s'entendre et de travailler ensemble pour pouvoir avoir un résultat. Autrement, on assistera au même résultat de 2019 où finalement UP et BR peut s'en sortir avec la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si je vais prendre votre avis sur l'analyse de Laurent Roland Tonné-Ikes, mais vous voulez vous prononcer? Oui, exactement. Je voudrais réagir. En fait, les guéguerres auxquelles on assiste entre mouvanciers, ce sont des guéguerres de personnes à l'analyse. Vous n'êtes pas sans savoir que quand Est-ce que ça ne va pas fragiliser la fratrie BR Non, ça UP? fragilise déjà la fratrie BR-UP. Ça les fragilise déjà en leur sein. Parce que justement, il n'y a que certaines personnes qui se réclament classiques de cette formation politique ne digèrent pas forcément tous les positionnements qui se font. Vous savez, tous les bruits de couloir qu'il y a eu quand Maître Joseph Diogbenou a déposé son tablier à la Cour constitutionnelle et que finalement, il a été fait président du parti Union Progressiste avant qu'il ne se mue en Union Progressiste, le renouveau aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de bruits de couloir, des personnes qui forcément n'étaient pas d'accord avec ce processus, mais qui n'osent pas le dire haut et fort. Et donc, quand il y a de ces petits mécontentements-là à l'interne d'une formation politique, ça pose déjà problème. De l'autre côté, au niveau du bloc républicain, les défections qu'il y a eu, beaucoup ont longtemps estimé que l'organisation pratique et rigoureuse qu'on a eue, en tout cas qu'on a observé de loin au niveau de l'Union progressiste, cela n'existe pas pour autant au niveau du bloc républicain. Et que le management, et des journaux ont d'ailleurs titré dans un passé récent, et que le management de Abdoulaye Biotchani à ce niveau, on peut se poser des questions sur la façon dont, justement, on peut se poser des questions sur la façon dont il manage sa troupe parce qu'on ne sent pas une certaine sérénité. Vous adhérez aujourd'hui au bloc républicain, quelle est votre vision? Quel sera le chemin à parcourir? Quels sont les objectifs à atteindre? On sent une certaine navigation à vue. Tandis qu'au niveau de l'Union progressiste, on sent que les choses sont organisées. On sent que les choses sont organisées, même s'il y a de petits mécontentements, on sent que plus ou moins c'est mieux structuré. Et donc c'est ça justement qui justifie les défections auxquelles on assiste ci et là, du bloc républicain vers l'UP ou bien du bloc républicain vers d'autres formations politiques de la mouvance. Et donc les acteurs de la mouvance ont
quand même matière à s'interroger, même à se remettre en cause, à réorganiser les choses s'ils veulent aller loin. Autrement, on continuera toujours pas assister à ces genres de mouvements parallèles. Voilà. Alors, parlons du management d'Abdoulaye Biotchane. Je pense qu'en réalité, il faut regarder le parcours de l'homme. Biotchane est-il un politique bon teint ou un technocrate? Un technocrate, justement. Bien évidemment. Et ça justifie les échecs répétés de Biotchane depuis 2011, en réalité. Ce n'est pas, Biotchane pour moi n'est pas la personne idéale à diriger une formation politique. Pour moi, il n'a pas la carrure, dans une certaine mesure. Et c'est ça qui fait son problème en réalité. Et vous écoutez les gens du bloc républicain, il y en a qui vous disent clairement qu'ils ne sont pas d'accord, mais ils ne peuvent pas parler parce que nous sommes sous Patrice Talon, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quel chantage. À la limite, vous sortez. Mais quand on parle, notamment revenant sur les Guégués en réalité, regardez la région à Diawéré. Il y avait eu problème entre Abimbola et Karamatou Fagbon, ce qui a conduit à l'échec de Fagbon, en tout cas, Karamatou à la tête de la mairie de Diawéré, elle a été en tout cas démise, bon, élection après, elle a été nommée, après il y a eu élection, elle a perdu son fauteuil. Et finalement, pour rejoindre l'UP, on voit Karamatou Fagbon rejoindre l'UPRD pour aller vers l'UP. On voit Abimbola, la même personne qui a problème avec la même dame dans la même commune, rejoindre encore l'UP. Et on constate que là, un agent au maire et 3 groupes de conseillers ont quitté l'UP, le BR pour l'UP, toujours dans la Diawéré. Et donc, quand c'est comme ça, c'est que vous mettez les électeurs en difficulté. Ah ouais. Et c'est ça qui fait que je disais qu'en réalité, s'ils ne travaillent pas à revoir leur copie, c'est que les gens là qui sont dans Diawéré, qui ont voté soit pour BR hier, et qui aujourd'hui vous mettez à rude épreuve pour leur dire vous devez nous suivre nécessairement, les gens finiront par comprendre qu'en réalité, c'est pour votre intérêt que vous faites ça. Et par conséquent, on ferait mieux de choisir. Et là, le troisième larron peut l'emporter. Et ça peut être l'opposition. J'ai envie qu'on parle de tous les sujets que vous avez eu à souligner ce matin, mais le temps est avancé plus ou moins. Mais je ne vais pas finir avec l'analyse, vos analyses et vos commentaires sans parler de notre maison, Conseil national du patronat de la presse, la 7e mandature officiellement aux commandes. Stanislas Samoa. Oui, vous savez, toutes les fois où on évoque les questions relatives à la presse, aux médias, j'ai un véritable pincement au cœur. Pourquoi? Parce que, vous savez, voilà des personnes, hommes et femmes, qui se battent au quotidien pour le mieux-être des populations, pour être la voix des sans-voix, pour porter très haut et très loin les aspirations profondes des peuples. Voilà ces personnes-là qui sont très mal loties, qui s'entre-déchirent entre eux, qui ne s'entendent véritablement pas et dont on a l'impression qu'ils n'ont pas de boussole. Il ne me revient juste qu'à prendre l'exemple de l'élection au niveau de notre fêtière, pour constater simplement que ça ne va pas au niveau de la presse béninoise. Ça ne va pas du tout. J'ai vu, les journaux ont titré que la 7e mandature du CNPA, le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel, est désormais installée. Le CNPA, quel est son rôle? Qu'est-ce que le CNPA nous apporte? Qu'est-ce que le CNPA nous apporte? C'est un peu comme si vous avez lu dans mes pensées. Parce que j'ai vu les titres des journaux, je me pose la question de savoir, bon, il y a des journalistes qui ont plus d'expérience que nous autres, qui ont peut-être 30 ans de métier et tout. Qu'est-ce que le CNPA a jamais apporté à la corporation? Qu'est-ce que le CNPA a jamais apporté de positif, de qualitatif? Peut-être dans la formation, peut-être dans le processus. Il y a un certain nombre de facteurs sur lesquels les journalistes, les hommes et femmes des médias se sont toujours plaints. Mais est-ce que ça a toujours été pris en compte? Quel est le rôle du CNPA? Moi, je voudrais qu'on organise des assises ou qu'on nous dise, le président du CNPA nous dise un peu quel est son rôle. La mandature vient d'être installée pour les 3 prochaines années. D'accord, c'est beau. Quelles sont leurs missions? Quel est leur cahier de charge? Que veulent-ils apporter à la corporation? L'UPMB, la dernière fois, on a vu
ce que ça a donné. La journée d'élection, il y a eu des contestations. Et après, on a vu tout ce qui a suivi. On a vu tout ce qui a suivi. C'est une c'est- corporation qui est en train de se déchirer, qui va en lambeaux. Ce n'est pas bien pour des nous. intérêts. Pour des intérêts. Parce que, figurez-vous, Alors Maurice, que l'essentiel est pour améliorer les conditions des journalistes que nous sommes, est là, le problème est là, mais on laisse et puis on se bat pour ses intérêts. c'est ce que j'allais dire. Figurez-vous que ce que nous reprochons tout le temps et tous les matins presque aux acteurs politiques, c'est cette image que nous avons projetée à la maison des médias la dernière fois. Donc Roland en a parlé. Et c'est ça justement qui fait que moi, je suis attristé dans mon âme quand il s'agit de parler de la presse, du CNPA, de l'UPMB, de tout ce qui va avec. Le CNPA nous apporte quoi? En tout cas, moi, je ne sais pas ce que le CNPA, peut-être que ça apporte quelque chose à Laurent, et il le dira tout à l'heure, mais je ne sais pas de façon profonde et qualitative ce que le CNPA, quand le bureau est installé, ce qu'il apporte en 3 ans aux acteurs des médias, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle crise le CNPA arrive à résoudre. Je ne sais pas au niveau de la convention collective, parce que vous connaissez nos différentes situations Absolument. au niveau des organes de Absolument. presse, au niveau de la convention collective. Est-ce que c'est respecté par endroit? Malgré les assises exactement, consécutives, les états généraux, rien n'a changé. Est-ce que ça bouge? Quelles sont les décisions conditions de travail documents, des acteurs des médias? Quand on parle de la spécialisation, moi, je me serais attendu à ce que les candidats à l'UPMB, à la présidence de l'UPMB en parlent la dernière fois. J'ai lu vaguement leurs différents projets de société, personne n'en a parlé. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde devient spécialiste de tout et de rien finalement, parce que qui trop embrasse mal étreint. Vous voyez des journalistes qui sont spécialistes de la politique, de la culture, du sport. Ce qui, ma foi, ça peut être peut-être un atout, mais ce qui, ma foi, est difficile dans un monde qui se veut être sérieux aujourd'hui et mieux organisé. On laisse les vrais problèmes et on se concentre d'installer un bureau. D'accord, ils sont là pour 3 ans, nous sommes en 2022, d'ici 2024, ils vont peut-être présenter un bilan, ils auront peut-être un budget, ils vont fonctionner. Et puis basta, on reviendra pour dire la même chose. Je pense que c'est désolant. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui pour notre corporation. Il faut réfléchir au mieux, il faut voir les choses autrement, laisser les intérêts personnels de côté pour parler, pour penser véritablement la corporation. Ça va nous aider. Il faut réfléchir autrement, il faut faire les choses autrement. Stanislas Samoa l'a dit. Laurent Anthony, vous avez respiré 2 fois, vous avez soupiré 2 fois. Qui a véritablement... Vous êtes dépassé par la situation. Oui, non mais écoutez, qui a véritablement voulu accéder à un poste dans ce pays pour changer véritablement quelque chose? On lui reproche... On dirait que vous êtes désespéré. Non, mais écoutez... Mais non, ce matin, vous êtes désespéré. Je ne suis pas désespéré. Non, en réalité, quand je regarde un peu la situation de la presse aujourd'hui, on parle CNPA, on parle ODEM, on parle UPMB, on parle patati patata. Il y a même UJPMB, bien évidemment. Alors que la carte de presse ne nous sert à rien. Moi, je pense que dans une certaine mesure, il y a parfois un conglomérat d'amis qui viennent peut-être pour satisfaire leurs désirs et repartir après un mandat. Bon, ils peuvent m'en vouloir, mais c'est mon avis et je l'assume. On nous a parlé du CNPA. Le CNPA apporte quoi aux médias, aux organes? On est là depuis des années. De toute façon, on a vu. On parle du CNPA, ils vont peut-être dans les grandes réunions négocier avec les partenaires pour dire ils ont telle formation, il y a tel. C'est des budgets à se partager parfois à la limite dans une certaine mesure. Donc, comme je le dis, c'est-à-dire, et c'est moi, hein, je n'aurais pas peur de le leur dire même en face, c'est-à-dire que les gens vont là-bas peut-être pour faire survivre leurs organes au détriment d'autres médias en réalité qui font assez d'efforts. Leur problème, c'est avoir un papier pour dire, utiliser cette arme contre le gouvernement pour avoir des contrats pour leurs organes respectifs. C'est moi qui le dis et je l'assume. Quand vous regardez toute la clique, c'est des armes qu'ils utilisent après contre le gouvernement pour dire nous sommes ci, nous sommes ça, nous sommes ça. Et puis, ils ont des intérêts peut-être en coulisses. Ça leur permet de survivre. Et puis, la masse est oubliée. Le CNPA apporte quoi aux journalistes? Les journalistes qui souffrent. Quand vous voyez des journalistes sur des reportages disputés, sandwich, ça fait mal. Et pourtant, ça existe. Quand les journalistes courent, se fâchent, ils font des palabres avec les points focaux à cause des perdièmes, ça fait un problème. Ce n'est pas bien à voir. Et pourtant, ils n'avaient pas d'autre choix en réalité. Ils n'ont pas d'autre choix. Parce que le CNPA qui est censé les défendre ne fait pas son rôle, ne joue pas son rôle. L'UPMB qui peut-être devrait aussi faire mieux
ne joue pas son rôle. L'ODEM reste là et que quand un journaliste va écrire quelque chose, que l'ODEM va se lever pour dire que tel média a fait ci, pour montrer qu'eux aussi ils existent et puis pouvoir jouir de certains budgets peut-être pour vivre. On a vu la mandature, une mandature de, je crois que la dernière, celle qui est encore en cours, non? On a vu un président de l'ODEM, on dit qu'on a détourné, qu'il aurait détourné de l'argent, on l'a déchargé, silence radio. Pour moi, c'est des amis. Hein, et regardez bien, hein, allez bien voir ceux qui constituent ces organes-là. C'est des gens de la même génération, en fait. Ils s'entendent pour venir. On a vu les différentes candidatures pour l'UPMB tout récemment. Quand j'ai pris de recul et que je suis allé voir les listes, j'ai compris que c'est des clubs d'amis en réalité pour chaque liste, chaque génération. Fortuné Sosa était couvert par qui? Les anciens de la presse, osons le dire. Nos aînés. Josué Mormereux était avec qui? Parrainé par qui? Soutenu par qui? Ses amis. Zakiat Latoundi avec qui? Ses amis. Donc, je crois que c'est des amis qui se retrouvent finalement, ils viennent, ils nous chantent un projet, et puis après, ils sont élus, et après, basta, tout, on oublie tout. Il y a la mutuelle de santé des journalistes. Où en sommes-nous aujourd'hui? Pourquoi attend-on la veille d'une élection, peut-être pour envoyer les gens à la RAC, pour lancer les cartes de presse? Pourquoi on le fait? Pourquoi chaque année, on ne peut pas lancer les cartes de presse? Et on attend chaque fois la veille d'une élection pour envoyer les gens à la RAC, pour pouvoir faire les cartes. Parce qu'en réalité, à cette occasion, on a la possibilité de mettre ses amis dedans pour leur dire, je veux être candidat, il faut voter pour moi. C'est tout simple. Appelons chat, chat. Il est temps que les gens se prennent au sérieux. Et cette carte de presse nous sert à quoi? Non, mais évidemment. C'est ma question. Mais écoutez, ça nous sert à quoi? Non, la carte de presse aujourd'hui, la carte de presse aujourd'hui vous permet d'avoir 10 000 francs per diem quelque part, quand l'autre qui n'a pas de carte de presse a 5 000 francs. C'est tout ce que ça apporte au Bénin. Et moi, malheureusement, je me dis, mais autant mieux même cacher cette carte à la limite. Si ce n'est que pour aller montrer à quelque part, quand un point focal pour dire, bon, j'ai carte de presse, je prends 10 000. Et que moi, mon collègue qui fera, mon confrère de notre organe qui fera le même travail que moi, lui paye 5 000 francs, c'est une humiliation. Alors qu'en réalité, la carte en réalité... Comment une carte de presse peut servir à... Mais écoutez, à faire la différence réalité, en ce qui concerne les pédiens. Non, dans la réalité... La carte de presse aussi, c'est ça qui montre que vous êtes journaliste. C'est-à-dire que celui qui n'a pas de carte de presse n'est pas journaliste. C'est ce qui est dit par rapport à la loi. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas la carte de presse, en tout cas de la RAC, c'est que vous n'êtes pas reconnu journaliste. Oui, mais il faut que la carte de presse joue plus de rôle. Nous aide plus. Il y a un autre rôle que la carte joue. Nous donne plus d'avantages. Quand vous avez un problème, vous vous présentez devant le juge, il vous demande si vous êtes journaliste. Si vous dites que vous êtes journaliste, il dit montrez votre carte, vous montrez ça. Et que la peine n'est pas la même que celui-là qui n'a pas la carte. Mais à la limite, c'est-à-dire que tout ça là, en réalité, il faut que le journaliste qui a cette carte, quels sont les avantages dans son organe, comment est-ce qu'il est traité, quel est son salaire. Des gens sont à 40 000, 35 000. Dans ce pays où on est en train de monter le SMIC à 45 000 francs, des journalistes sont à 35 000, 30 000. Il y en a même qui n'ont même pas les 30 000 et qui ne vivent que des pédiums. Donc quand il n'y a pas de reportage institutionnel dans une semaine, c'est qu'il n'a pas l'argent, il ne mangera pas. Il va payer le loyer comment? C'est comme ça que malheureusement les journalistes ont du mal à se spécialiser. Il ne peut pas se spécialiser. D'abord, le sport. Moi, j'ai été journaliste sportif. Vous en savez quelque chose. Il y a quoi dedans? Moi, je félicite au quotidien les journalistes sportifs de notre pays. En dehors de ces quelques journalistes qui ont parfois la grâce de ceux qu'on connaît là, qui font les voyages avec les écureuils là, le reste là, il n'y en a pas mieux, qui souffrent au quotidien. Parce que les fédérations de sport ne veulent pas aussi donner de l'argent. S'ils donnent au plus, c'est 5 000 francs. Regardez les autres secteurs, bien évidemment. Les gens viennent, c'est difficile. Donc, je crois que le CNPA ou UPMB ou ODEM ou je sais quoi là, ferait mieux maintenant de se pencher sur la vie des journalistes. Je pense qu'on ne peut pas évoquer toutes ces questions maintenant. Je pense qu'on va faire un plateau spécial pour décortiquer tous ces problèmes. Pourquoi pas, notamment revenir sur la carte de presse. Absolument, absolument. N'a aucune valeur pour le moment dans notre pays. Et pourquoi lancer la carte chaque fois à la veille d'une élection pour la RAC?
Pourquoi ne pas lancer la carte chaque année? Chaque année, nous avons des journalistes. D'accord? Et peut-être que si vous avez fait, on vous dit c'est 10 ans ou bien 10 c'est-à-dire que depuis que vous êtes dans la presse, vous avez déjà fait ça, mais il faut attendre peut-être 3 ans après ou bien 4 ans après avant de faire la carte. Justement. Ça pose un problème. Sous d'autres cieux, par exemple, pour ce que j'ai appris, la carte de presse, si vous êtes indisposé, vous allez dans une pharmacie, un produit qui coûte 300 francs parce que vous avez la carte de presse, on peut vous le céder à 200 ou 250. Et donc, il y a de ces services-là que la carte de presse rend sous d'autres cieux. Pourquoi ne pas les intégrer ici? Alors que nos aînés, justement, soi-disant, ils voyagent, ils voient ce qui se passe dans d'autres pays. C'est malheureusement cette situation qui fait que les web activistes aujourd'hui sont tous devenus journalistes. Exactement. On est combien de journalistes au Bénin et le journaliste n'est pas celui-là qui va s'asseoir dans une banque toute la journée. Cette carte devait permettre que quand tu rentres dans une banque, tu puisses faire rapidement ton opération pour aller vers l'information. Mais qu'est-ce que... En tout cas, dans certains pays, on ne sait plus qui est qui. Dans certains pays, il suffit seulement que tu rentres pour dire. Dans certains pays, il suffit seulement que tu rentres, que tu dis journaliste, qu'on te traite comme un président. Non, vous n'avez pas menti. Mais ici, oui, mais c'est parce qu'à un moment donné. Vous n'êtes pas certain. Mais il faut aussi. Aller en aide, par exemple. Et vous verrez comment vous serez traité. Voilà, il faut aussi travailler à extirper certaines personnes de nos rangs, bien évidemment. Ceux qui vont courir derrière les personnalités pour prendre 5 000 francs pour écrire n'importe quoi, il y en a plein qui font qu'aujourd'hui, le journaliste n'a pas d'image. Moi, je l'ai dit sur ce plateau. J'ai eu des contacts de journalistes, de députés qui ont tenté de m'approcher, qui ont dit voilà, on apprécie. Moi, j'ai dit mais je ne veux pas me faire manipuler. Et pourtant, d'autres auraient pu le faire. Les appeler pour prendre de l'argent et viennent dire n'importe quoi sur un plateau. Non, j'estime qu'il faut qu'on fasse le ménage dans notre corporation d'abord, qu'on essaye de donner de la valeur aux journalistes et à partir de ce moment maintenant, on peut lutter pour le reste. Et c'est sûr à quoi nous allons inviter le CNPA. Vous avez du pain sur la planche et essayer d'estiper les brebis galeuses de nos rangs. Madame, Messieurs, voilà, nous avons pris du temps pour aborder les sujets comme cela se doit. J'espère que vous avez pris du plaisir à suivre les analyses de mes interlocuteurs sur ce plateau. À ma gauche, Stanislas Samoa, à ma droite, Laurent Roland Tonné.